Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence Comme Santé. Pour celui et celles qui ne me connaissent pas, parce que je connais pratiquement l'ensemble des personnes qui sont présentes, je me présente, Marie-Emmanuelle Laquerre, professeure au département de communication sociale et publique. Je travaille dans le domaine de la santé depuis plus d'une quinzaine d'années. En fait, je me spécialise en communication interpersonnelle dans le domaine de la santé et des services sociaux, en ayant comme thématique de recherche toute la notion interprofessionnel, interculturel, intergénérationnel, interorganisationnel, intersectoriel et nommons-les. À titre de membre de l'exécutif de Comme Santé, on est en train de réfléchir sur l'avenir du centre. On est en train de se repositionner un peu et on rappelle qu'il y avait 3 axes. Il y avait un axe qui était plus multimédia, il y a un axe qui est communication interpersonnelle et un axe qui est communication organisationnelle. Et puis, dans nos réflexions, une des choses qui est ressortie, c'est de dire, lorsqu'on étudie la communication dans le domaine de la santé et des services sociaux, c'est très difficile, la communication interpersonnelle dans ce domaine, c'est très difficile de la sortir de l'organisation dans laquelle elle prend forme. Parce que cette petite unité d'interaction-là qui peut être entre un professionnel et un usager ou entre différents acteurs du système de la santé est naturellement sous-tendu par l'organisation qui la soutient. Alors, dans cette ébauche de réflexion-là, ce que je me propose aujourd'hui, c'est de venir vous présenter un peu une réflexion sur comment on pourrait mixer ces 2 axes-là. Donc, comme je l'ai annoncé, c'est une présentation qui favoriserait votre participation parce que ce serait bien d'avoir votre avis à ce sujet-là. Et puis, je vais donc commencer par vous présenter le plan de la présentation. Et ce que je vous propose, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les poser. Ça rend toujours les discussions plus intéressantes. Mais il y aura aussi une période de discussion à la fin de la présentation. D'accord? Alors, tout d'abord, je vais vous présenter certains éléments de contexte, mais on va revoir en gros, qu'est-ce que la communication en santé de façon très large? Communication organisationnelle et santé, communication interpersonnelle et santé, qui présentement sont 2 axes de Comme Santé qui sont divisés, comme je vous l'ai mentionné. En 5, on va aborder la communication organisationnelle et interpersonnelle avec la proposition de mixer les 2 en appelant cet axe-là travail et santé, où on va pouvoir regarder avec vous les objets d'étude, les perspectives théoriques, les perspectives méthodologiques, les perspectives pratiques aussi. Et puis, je vous présenterai une brève conclusion et ensuite, on aura la période de discussion. Ça va pour tout le monde? C'est bon? OK. Donc, en communication et en santé, on sait très bien que c'est un domaine qui est très vaste. C'est un domaine qui est couvert habituellement. Quand on regarde dans la littérature, on peut diviser en différents sous-thèmes, soit la communication interpersonnelle, organisationnelle, institutionnelle, sociale et la communication internationale. Si on regarde dans la littérature, là encore, c'est très schématique ce que je vous présente, mais on a 2 grands champs d'application. Le premier regarde la promotion de la santé, où on va voir les notions de persuasion individuelle, de transformation de l'environnement, les discours sur la santé et les pratiques de communication publique. Dans persuasion individuelle, on peut aussi avoir persuasion de groupes communautaires, collectifs aussi. Au niveau des pratiques de soins, on les regroupe sous ces aspects interpersonnels, sous ces aspects groupaux et sous ces aspects organisationnels. Donc, quand on regarde qu'est-ce qui se fait au niveau de la communication organisationnelle en santé, on peut regarder la coordination.
la collaboration et les normes qui prévalent dans les organisations de la santé. On peut regarder les stratégies de diffusion et d'appropriation des connaissances et des comportements qui sont reliés à la santé. Il y a la question de gouvernance et celle de rationalisation des organisations de santé et tous les effets que ça peut avoir sur l'organisation des pratiques de soins et notamment les identités professionnelles. On peut regarder l'impact des changements organisationnels sur les soins et les services rendus à la population et à différentes catégories populationnelles. On peut regarder les impacts de l'organisation du travail et des réorganisations sur la santé physique et psychologique des individus. Et on peut aussi regarder la numérisation des pratiques de gestion de soins. Tel que présenté présentement dans l'axe communication organisationnelle à Comme Santé, c'est un peu les thématiques qu'on souhaitait aborder. On se rend compte finalement qu'au niveau de la communication organisationnelle, présentement, on se pose des questions à savoir est-ce qu'on conserve cet axe, est-ce que justement on le mixe avec un autre axe. Ce sont des thématiques qui sont très intéressantes, à savoir si on intègre des membres dans Comme Santé qui souhaitent toucher et aborder ces dimensions-là. Si on regarde au niveau de la communication, ah oui, ça j'avais oublié de vous dire ça. Dans la littérature scientifique, on va regrouper en communication organisationnelle et santé deux grands axes. Là encore, c'est très schématique, mais il y a un tout premier axe qui va, un discours managérial qui va prôner la rationalisation des activités, l'optimisation des services, la productivité et l'efficacité. Il y a un focus qui est mis sur la gouvernance et la gestion des organisations. Bref, on va parler de la santé des organisations plutôt que de la santé des populations. C'est un avis personnel, mais qui est aussi partagé par plusieurs chercheurs en santé. Il y a un autre modèle qui, celui-ci, s'inscrit dans une approche plus critique, où on va critiquer les modèles de gestion et les modes de management actuels en démontrant que ça a des effets néfastes sur les travailleurs et sur les usagers. On va dire aussi que la dimension humaine dans les soins est mise de côté avec toutes les restructurations puis l'idéologie gestionnaire qui s'implantent dans les institutions, dans les organisations de la santé. Donc, on va plus porter un regard sur la santé des travailleurs dans le domaine de la santé et sur la santé des populations et de certaines catégories populationnelles. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Au niveau de l'axe communication interpersonnelle et santé, on va centrer les dynamiques interactionnelles, on va cerner les dynamiques interactionnelles dans différentes situations de communication auprès de différents acteurs et différents publics et auprès de différents contextes socio-culturels. Lorsqu'on parle des dynamiques interactionnelles, des relations interpersonnelles, on peut partir d'une très petite unité de communication qu'on retrouve souvent dans la littérature, qui est la communication patient-médecin, intervenant-client, où on peut aller à des niveaux plus larges, qui est la communication interorganisationnelle ou la communication entre des membres diversifiés dans des équipes de travail. Voilà. Au niveau des publics, ça peut être très large aussi. On peut s'adresser à un public de personnes âgées, aux communautés ethnoculturelles. On peut cibler certaines communautés ethnoculturelles. Ça peut être les jeunes, ça peut être les femmes enceintes, ça peut être, bref, différents publics. Et bien sûr, dans différents contextes sociaux et culturels. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la communication interpersonnelle peut se regarder dans différents lieux. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être en cabinet médical privé, ça peut être dans des services à l'hôpital, en cabinet médical privé, ça peut être dans des CLSC, ça peut être en soutien à domicile, ça peut être dans les ressources intermédiaires, ça peut être dans les réseaux de ressources communautaires, ça peut être partout, d'accord? Partout où les gens vont faire affaire au système de santé formel
mais parfois aussi avoir des relations informelles avec d'autres instances qui ne font pas nécessairement partie du réseau public. On va avoir tendance à analyser les processus communicationnels qui ont cours pendant les rencontres, pendant les interactions. On va analyser les représentations de la santé, de la rencontre médicale, de l'expérience de la maladie. Et on va analyser les usages d'Internet et la transformation que ça peut avoir sur les interactions. On sait que les gens ont de plus en plus tendance à consulter Internet pour s'informer sur leur santé. Donc, ils arrivent chez les médecins ou chez les professionnels, ils ont déjà souvent un diagnostic. Ça transforme la relation du professionnel avec la personne qui consulte. Donc, c'est un point qui peut être très intéressant pour analyser la communication interpersonnelle. Communication organisationnelle en santé et, je mets le « et » en majuscule et en gras, communication interpersonnelle en santé. Si on s'inscrit dans une approche communicationnelle, on peut considérer que l'organisation, c'est un tissu de réseau de communication, un lieu de relations interpersonnelles et pas seulement une entité qui possède des orientations et des objectifs, comme souvent on va présenter les organisations de la santé. La communication interpersonnelle, comme je vous l'ai mentionné tantôt, elle peut être étudiée sans l'organisation qui la sous-tend. Donc, c'est pourquoi le fait de mixer ces deux thématiques-là peut nous permettre de cerner des dynamiques relationnelles et des processus organisationnels qui s'instaurent dans les différentes situations des organisations de santé. C'est pourquoi il y a, tout en conservant la dimension communication organisationnelle avec les thématiques que je vous ai présentées, tout en conservant la communication interpersonnelle avec ses propres sous-axes, il y aurait possibilité aussi d'en arriver à un croisement et ce croisement serait communication et travail, bien sûr, dans le domaine de la santé et des services sociaux, ce qui inclut autant les communications entre les institutions et les organisations, les différents départements dans les organisations, ce qui va inclure les relations de travail entre les différentes hiérarchies dans le système de la santé, entre les différents professionnels, et ce qui va aussi inclure l'interaction professionnelle lorsque justement on se retrouve avec un patient, un usager, un client, et qu'on est en interaction directe avec lui ou avec elle. Voilà. Ce croisement de ces deux axes-là permettrait de fournir une analyse pluraliste et systémique des phénomènes de communication interpersonnelle dans l'organisation. Il permettrait de s'adapter aux nouvelles formes d'organisation et aux nouveaux styles de gestion qui sont exposés à des nouvelles rationalités et qui transforment le travail. Lorsqu'on questionne les professionnels de la santé, que ce soit à différents niveaux hiérarchiques, on part des gestionnaires jusqu'aux intervenants sur le plancher, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec les méga-structures, avec les fusions qu'il y a eu, ben, la communication est quelque chose qui est de plus en plus essentiel parce que les réseaux qui se tissent se doivent d'assurer entre eux une communication et avoir des relations qui leur permettent finalement d'être en mesure de se parler, parce que c'est un gros problème. Et on regarde à petite échelle, présentement, c'en est un, mais à grande échelle, c'en est un aussi. Donc, dans tout l'ensemble du système de santé, présentement, les réformes avec les mégastructures ont créé une ont créé l'importance, finalement, de remettre de l'avant la dimension communicationnelle, parce que plus on est gros, plus les communications sont compliquées, mais en quelque part, moins on communique, moins on correspond aux objectifs de l'organisation. Ensuite,
Un croisement des deux axes pourrait permettre de cerner les dimensions communicationnelles dans l'organisation et de redonner une place à la dimension relationnelle et à la part langagière du travail. Et ça, c'est mon cheval de combat personnel. Je fais partie de différents groupes de recherche associés à des CIUS, et lorsqu'on entend les gestionnaires ou les cadres, les gestionnaires nous parler de la réforme, nous parler des objectifs de cette réforme-là, il y a une rationalisation dans le discours qui fait en sorte que on va prôner la notion d'efficacité, on va prôner la notion de rentabilité, on va prôner la notion de rationalisation. En quelque part, tout ce qui concerne le bien-être des travailleurs de la santé, incluant les cadres, mais aussi le bien-être des patients est une notion qui, malheureusement, est évacuée dans le discours. J'aimerais dire le contraire, mais à titre d'exemple, moi, j'aime bien me rendre dans des rencontres où il y a des chercheurs, des professionnels de différents types qui vont se mettre ensemble pour travailler sur un objectif précis. Et depuis 1 an et demi, je m'amuse à faire une analyse de contenu de leur discours. Parce que je me rencontre, je suis arrivée à une rencontre il y a quelques mois où c'était une rencontre SAPA, Programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées. Une journée de réflexion où on nous dit, on veut réfléchir à des soins intégrés pour les personnes âgées. Très souvent, on les amène à l'hôpital pour rien. Donc, il faudrait trouver une possibilité d'harmoniser les services et les ressources pour que les gens, plutôt que de se rendre inutilement à l'hôpital, soient directement dirigés à des endroits. Est-ce que ça sera des cliniques externes? Est-ce que ça sera autre chose? Mais on aimerait discuter de la question. Donc, je me rends à la rencontre, puisque les personnes âgées et les services d'hébergement sont un point important dans mes recherches. Et la journée commence où on donne l'exemple de Madame Gendron, 86 ans, qui vit dans sa maison avec son mari atteint de démence depuis plusieurs années. Madame Gendron se lève en pleine nuit, tombe en bas des escaliers, se casse une hanche, appelle l'ambulance arrive, amène Mme Gendron à l'hôpital. Monsieur Gendron, qu'est-ce qu'on fait avec Monsieur Gendron? On l'amène à l'hôpital lui aussi et Monsieur Gendron se retrouve à l'urgence et pendant que Madame est soignée, on cherche une alternative pour le placer. La journée est partie sur cet exemple-là. J'ai dit, c'est bon, on a donné l'exemple de 2 humains plutôt que de parler d'usagers ou de clients. Donc, on risque de donner une dimension humaine à cette histoire, à cette réflexion. Et voilà ce qui est ressorti dans le discours à la fois des gestionnaires que ceux d'intervenants en santé, de professionnels qui aiment leurs patients, qui ont les meilleures volontés du monde pour améliorer les services. Mais ce qui ressort, c'est important de désengorger les urgences. Fait qu'en gros, le message, c'était des personnes âgées qui sont aux urgences pour rien, on n'en veut plus. On veut une rapidité d'accessibilité sans S des services. Quand on parle des lieux où on pourrait héberger certaines personnes, on va parler de lits ou de portes. Fait qu'on a 40 portes disponibles dans tel CHSLD pour des gens qui seraient là pendant moins d'une semaine. Des lits, bon, donc de toute façon, c'est le vocabulaire usuel. Si vous êtes familier avec le domaine de la santé, c'est un vocabulaire qui est très souvent employé. On va parler d'harmoniser l'offre des services, d'intensifier l'offre de services. On va parler de corridors de soins. Un des extraits de mes prises de notes, ce ne sont pas tous les patients qui fit dans le système. Donc, on ne considère pas que c'est l'organisation qui ne fit pas avec les usagers, mais bien que ce sont les usagers qui ne fit pas avec l'organisation ou les services. On parle de AAPA, de MAH, mais il y a tellement d'acronymes divers qu'on finit par s'y perdre. Les règles de pratique sont très mathématiques. On va parler des personnes âgées en disant, mais on fait quoi avec ceux qui ne codent pas CHSLD? Hein? Donc, moi, ça vient beaucoup me chercher cette déshumanisation du discours-là qui, en fait, se retrouve
malheureusement, jusqu'à la plus petite échelle, qui est celle de la relation directe avec la personne, même si l'objectif n'est pas ça pour la plupart des intervenants quand on leur parle. On va parler d'une obligation de redistribuer les ressources professionnelles. Donc, même pour les travailleurs de la santé, il y a une rationalisation du discours qui fait en sorte qu'on oublie qu'il y a des humains en arrière de ça. Et on va proposer des trajectoires de soins idéales, les fameuses best practices, les pratiques exemplaires. Donc, il faudrait que la solution qu'on trouve soit généralisable à l'ensemble d'une population âgée qui, déjà à la base, on le sait, est extrêmement hétérogène au niveau de ses conditions de santé, au niveau de son histoire de vie, au niveau de ses trajectoires de santé, ses perceptions de la santé, au niveau de ses conditions de santé mentale et physique, au niveau de la diversité culturelle. Bref, c'est une des questions que j'ai posées pendant la rencontre. On veut une trajectoire idéale, mais est-ce qu'on a pensé parler à des personnes âgées ou à des aidants de ces personnes-là pour voir, eux, qu'est-ce qu'ils verraient comme piste de solution? Du moins, est-ce qu'on les a consultés pendant le processus? Il n'y en avait pas dans la salle lors de cette journée de réflexion-là. Et on s'est fait dire que ça ne faisait pas partie de la commande. Fait que voilà, là encore, un vocabulaire très gestionnaire. Et aussi, c'est ça, c'est de ne pas tenir compte des particularités, du cas par cas. Parce que quand on arrive sur le terrain, on a beau avoir des pratiques exemplaires, on a beau avoir des modèles, ben, M. Gendron ou M. Rivet ou M. Samir n'auraient pas les mêmes conditions, même si c'était leur femme qui serait cassée une hanche en déboulant les marches. Fait qu'il y a cette uniformisation du discours-là qui me dérange beaucoup. Et d'avoir une approche communicationnelle et relationnelle telle qu'elle serait proposée à Comme Santé du moins, permettrait de remettre une certaine humanisation dans le discours, du moins dans les recherches, mais aussi par la participation à différents comités ou à différents projets qui se font dans les hôpitaux ou dans d'autres services de la santé. Bien, si on a une approche où pour nous, en quelque part, la dimension humaine est importante, même si on ne peut pas faire des miracles, bien, du moins, on amène cette prise de position-là. Et pour le faire depuis un an et demi, je vois que ça a certains effets. Ça n'humanise pas l'ensemble du système pour autant, mais le fait de mentionner à répétition qu'il faut tenir compte de l'unicité des cas, que ce n'est pas en uniformisant les solutions qu'on va réussir à offrir un meilleur service à la population, que ça va avoir des effets sur les professionnels dans leur travail, sur leur identité, mais sur leur sentiment de reconnaissance et d'efficacité, etc., etc. Si on uniformise, on s'en va, selon moi, pas dans la bonne direction. Donc, communication et travail nous permettraient de contrer la surinstrumentalisation du discours et du système au niveau de la santé, au niveau des soins et des services, au niveau de la tâche des professionnels, la tâche des gestionnaires et au niveau des relations. Différents objets d'études peuvent être abordés. Je suis allée en me disant sur quelle thématique on pourrait travailler, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et justement, vos propositions vont être les bienvenues parce que là, on est à l'écrire, cet axe-là. Donc, on a besoin de vos commentaires et de vos recommandations. Mais on peut s'arrêter sur la question des relations hiérarchiques, mais hiérarchiques à tous les niveaux. On peut partir du ministre de la Santé, des hauts fonctionnaires, avec les cadres-chefs, avec les sous-cadres, avec les gestionnaires du réseau, avec les professionnels entre eux. On sait très bien qu'au niveau des relations et des interactions, il y a des hiérarchies professionnelles qui ont des impacts sur les communications. Donc, tout ce qui est relations hiérarchiques pourrait être un angle d'analyse. Regardez les relations professionnelles clients dans différents secteurs, différents niveaux. Patient-médecin, soutien à domicile, intervenant. Et quand on parle d'intervenant, soutien à domicile, ça sous-tend les nutritionnistes, ça sous-tend les médecins, ça sous-tend les infirmières, les AFS ou les ASSSS, les auxiliaires, finalement, familiaux et sociaux.
les travailleurs sociaux, etc., etc. Mais ça comprend aussi la relation que va avoir un intervenant en centre jeunesse avec la famille d'un enfant qui est placé ou qui a des troubles de comportement. On peut regarder les relations intergroupes. Dans différents secteurs, il y a différentes équipes de travail qui ont à travailler entre elles et on constate lorsqu'on va sur le terrain que ça crée certains problèmes, notamment des problèmes relationnels, mais des problèmes de communication aussi, qui peuvent être liés à d'autres aspects qui s'imbriquent les uns dans les autres. On peut regarder les relations interculturelles, là encore, dans différents secteurs. Et quand je parle de relations interculturelles, je me spécialise dans cette thématique-là depuis des années et les gens ont tendance à dire « Ah oui, les patients immigrants ». Et il y a de plus en plus aussi d'intervenants et de professionnels de la santé qui ont un parcours migratoire ou qui sont des immigrants de deuxième génération. Et pour avoir analysé des interactions professionnelles clients où c'était le professionnel qui était d'origine, qui avait un historique migratoire, ben oui, ça a une influence sur les interactions. On peut regarder les relations interprofessionnelles, les relations intragroupes. À l'intérieur d'une même équipe de travail, il peut y avoir différentes façons de communiquer, de bien communiquer. Regarder les bonnes pratiques aussi, pas juste s'intéresser aux problèmes, mais il peut y avoir, c'est ça, différentes façons de communiquer. La question de la diversité dans les équipes, au niveau des professions, au niveau de la formation, au niveau des origines ethnoculturelles, au niveau du genre, au niveau de l'âge, sont tous des points qui vont affecter la communication au travail dans ces aspects interactionnels. Les relations intersectorielles avec l'utilisation de plus en plus grande du privé dans le public, en quelque part, là, ça crée des problèmes, notamment dans le soutien à domicile où j'ai fait une recherche et où de plus en plus d'intervenants viennent du privé, ça change vraiment, vraiment, vraiment le soin. Ça change la relation que les professionnels du soutien à domicile établissent avec les personnes âgées et ça change la confiance que les personnes âgées ont envers les services et les soins qui leur sont donnés. Notamment, les ressources intermédiaires de grande taille au niveau des relations intersectorielles. Vous savez, on ne bâtit plus de CHSLD. On veut maintenir les personnes âgées de plus en plus longtemps à la maison. Mais vient un temps où la personne ne peut plus demeurer seule, mais elle ne cote pas CHSLD, comme on entend dans le milieu. Donc, on a des ressources intermédiaires pour ces personnes-là qui ne peuvent plus être à domicile, qui ne peuvent plus être en CHSLD non plus. Et pour pallier au manque de place, on fait appel au privé. On bâtit des méga ressources intermédiaires, alors qu'à la base, ces ressources intermédiaires-là sont supposées être 40 personnes et moins. Mais là, c'est des ressources de 70, 75, 100, 110, 120 places où on se retrouve avec des personnes qui devraient se retrouver en CHSLD. Mais on fait affaire à des équipes publiques, à des équipes qui viennent du public et des équipes qui viennent du privé. Au niveau des préposés aux bénéficiaires, c'est le privé qui les emploie, mais les équipes de travail, comme les infirmières par exemple, et d'autres personnels viennent du CLSC souvent. Alors, ce que ça crée des tensions, ça crée aussi des difficultés de communication entre les partenaires publics et privés au niveau de la gestion de la ressource. Donc, là encore, on voit à quel point la communication de travail, mais en mixant communication organisationnelle et communication interpersonnelle, ont des points qui peuvent être communs. On peut regarder les dynamiques relationnelles au sein des réseaux d'intervention, des soins ou des services. Et on peut aussi s'arrêter aux trajectoires de soins et de santé. Et présentement, si on veut faire survivre la recherche sociale dans le domaine de la santé, quand on utilise le mot trajectoire de soins ou trajectoire de service, c'est extrêmement gagnant. C'est un mot-clé. Ce sont mes réflexions. Et c'est vraiment un mot-clé qui va permettre aux gestionnaires de tout d'un coup avoir de l'écoute. Ah, c'est intéressant que en sciences sociales, vous vous intéressiez à cette notion-là de trajectoire. On utilise un mot un petit peu mathématique. Oui. Les relations de pouvoir.
J'ai relations hiérarchiques, en fait, dans lesquelles je peux inclure les relations de pouvoir, parce que les relations de pouvoir se retrouvent à tous les niveaux. Qu'elles soient hiérarchiques ou non. Qu'elles soient hiérarchiques ou non. Absolument, oui. Oui. Comme je te dis, là, c'est vraiment un tableau schématique. Là. J'avais plus de place pour mettre d'autres petites bulles. Mais oui, effectivement. Communication et travail, au niveau des perspectives théoriques. Là, je vous ai présenté les différentes thématiques que l'on pourrait aborder. Mais si on regarde au niveau des perspectives théoriques, on peut s'intéresser, là encore, hein, c'est très schématique ce que je vous donne. J'ai utilisé des auteurs que j'utilise personnellement, mais quelqu'un qui se joindrait à l'axe travail et santé pourrait travailler avec d'autres auteurs. Et justement, moi qui crois beaucoup en la multidisciplinarité, ou au collectif de cerveau lorsqu'on fait de la recherche, ça pourrait juste comme amener de l'eau au moulin. L'interaction professionnelle en santé, il y a Marie-Thérèse et Richard qui sont ici, qui travaillent beaucoup sur cette dimension-là. J'ai mixé interaction professionnelle en santé et communication de travail, où je m'inspire beaucoup des travaux de Grosjean et Lacoste et du réseau Langage et Travail, les travaux de Borzec, Boutet et Frenkel. En fait, ce sont des approches qui s'inspirent de l'interactionnisme symbolique, mais qui vont aussi s'inspirer de la linguistique. Je ne touche pas nécessairement à la notion de linguistique, mais je vais quand même accorder un espace important à la parole au travail, à la parole de travail, parce qu'on sait que toute activité de soin n'est pas juste au niveau du cure, il y a une dimension du care qui est aussi en même temps, mais que si on va en arriver au cure, il y a comme toute une dimension de la parole, de la communication, de l'interaction verbale qui devient extrêmement importante. En fait, ces chercheurs-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont regarder le travail en action. Ils vont faire de l'observation, ils vont faire des entrevues, mais ils vont surtout mettre le focus sur ce qui se dit, ce qui se fait entre les personnes pendant un épisode d'interaction. Habituellement, on peut mettre le focus sur l'intervenant avec l'usager, le client, la personne, mais on peut aussi faire le même exercice avec des gestionnaires qui discutent entre eux, bref, avec n'importe quel travailleur de la santé qui est en situation de communication. Il y a l'ergonomie du travail avec les travaux de Pascal Molinier. L'ergonomie du travail a amené la distinction entre le travail prescrit et le travail vécu, ce qui cadre très bien avec la question de mixer communication organisationnelle et interpersonnelle, parce que travail prescrit, travail réel, c'est qu'il y a une différence entre les normes, entre les mandats qui sont formellement prescrits par les organisations, par les services, versus ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, quand on fait la comparaison entre les deux, on est vraiment capable de voir que la prescription n'est pas tout, qu'il y a une toute autre réalité. Puis c'est cette réalité-là qui est importante à faire ressortir. Et Pascal Molinier ajoute la dimension du travail vécu à ce que l'ergonomie du travail a amené. Et je trouve ça très intéressant de faire le prescrit, le réel et le vécu, parce que le vécu nous donne accès à la dimension subjective. Et cette dimension subjective-là, très souvent, nous donne accès à toute la notion de relation, de lien, la notion de mission, ce qui se crée finalement entre un professionnel, un intervenant et les personnes avec qui ces personnes travaillent. Voilà. Il y a le réseau Arima du CIUS du nord de l'île de Montréal, Arima Interaction, qui propose, auquel je fais partie, qui propose un mix de l'approche interactionniste et de l'approche réseau que je trouve très intéressant, et c'est un élément qui serait pertinent de développer dans ce nouvel axe de travail-là. On va reprocher très souvent aux approches interactionnistes de ne s'intéresser qu'à une situation de communication, alors que là, avec en ajoutant la dimension réseau, c'est qu'on va regarder on va regarder tout le lien
de communication, tout le réseau de communication qui se crée et qui va jusqu'à influencer la relation qui se passe entre un professionnel et son client. Donc, on part du principe que oui, il y a une relation, mais que cette relation-là vient aussi peut-être, il y a une relation entre un professionnel et un client, mais qui est influencée aussi par le chef de service ou par un collègue qui a donné des trucs, qui a donné des informations, qui a donné des pistes pour mieux intervenir. Ça va être influencé aussi par les décisions organisationnelles, parce que les chefs de service vont avoir donné comme information. Bref, c'est toute la chaîne d'interaction qui est regardée plutôt qu'uniquement la petite unité d'interaction pour bien comprendre une situation. Et puisque je m'intéresse notamment aux ressources intermédiaires de grande taille que je vous ai mentionné tantôt, bien, c'est un lieu parfait pour tester cette approche-là, parce que de regarder justement tous les différents réseaux de communication qui s'établissent et qui partent du partenariat public-privé pour se rendre finalement jusqu'aux interactions entre les intervenants sur le terrain et les personnes âgées et leurs familles, bien, ça peut permettre de démontrer qu'est-ce qui se dit, comment ça se dit et quel impact ça a sur le dire et le faire auprès des personnes âgées. Donc, c'est une piste très intéressante. On peut aussi inclure dans communication et travail toute la notion de psychodynamique du travail qui a été fortement développée par Christophe Dejour, qui va relever les stratégies défensives des travailleurs, notamment dans le domaine de la santé. On peut regarder comme par exemple une étudiante que j'ai en maîtrise qui s'est intéressée aux infirmières qui sont en soins palliatifs auprès des enfants en soins prénatals. Et puis comment ces femmes-là, via le collectif de travail, réussissent à survivre à un travail qui est extrêmement exigeant, extrêmement au plan émotif, mais qui aussi a été transformé à cause des réformes et des coupures, etc., etc. Donc, on peut prendre ce regard-là. Et il y a aussi la dimension, il y a aussi la sociologie clinique, fortement développée par De Gaulle et Jacques. Il y a Jacques Réaume de l'UQAM aussi qui travaille en collaboration avec lui, où on va avoir une approche critique, finalement, de l'organisation pour comprendre cette relation de travail-là. Fait que ce sont des pistes et on demeure très ouvert à entendre d'autres éléments, d'autres perspectives théoriques qui pourraient venir donner de la force finalement à cet axe en réflexion. Au niveau des perspectives méthodologiques, très rapidement, l'ethnographie de la communication, où on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir nos informations? Bien, les observations sur le terrain, lorsqu'on s'intéresse à la relation et aux liens, m'apparaissent importantes dans plusieurs situations. Des fois, c'est impossible de le faire, mais je trouve toujours bon lorsqu'on peut avoir accès directement à l'acte de communication, aux interactions. Ça nous donne une perspective autre que si on fait uniquement des entrevues individuelles ou des entretiens de groupe. Mais bref, toujours finalement, hein, vous le savez bien, adapter nos méthodes de recherche à la question qu'on se pose et à la réalité du terrain. Faire des analyses de contenu, bien sûr, regarder les standards de pratique, les normes, le travail prescrit, la structure des services, les mandats professionnels, le contenu des formations, pour justement avoir une idée des influences que peuvent avoir ces éléments-là sur la communication. L'analyse des réseaux, comme je vous ai mentionné tantôt, et faire de la recherche-intervention, qui est toujours une recherche complexe, de longue haleine, mais qui peut donner des résultats fort concluants lorsque bien menés. Ça, c'est des exemples de recherches que j'ai faites. Je pense qu'on va plus aller vers la discussion, si vous voulez. Je voulais juste peut-être terminer au plan pratique. J'aime bien, et comme santé, ça fait partie de sa carte de visite aussi, on aime bien partir des problématiques qui sont issues du terrain. Donc, de partir des demandes du milieu, que ce soit dans le milieu communautaire, que ce soit au niveau des soins, du travail dans les hôpitaux, au niveau, bon, peu importe. On aime bien que les demandes viennent du terrain.
Et c'est pourquoi une dimension pratique à cet axe-là m'apparaît importante. Communication et travail permettrait de revoir la question de la dimension relationnelle dans la formation des professionnels. Plusieurs professionnels reçoivent des formations en communication, mais c'est souvent considéré comme de la dentelle ou un élément qui est secondaire à d'autres dimensions de notre pratique. Ça nous permet de penser à la formation continue, de penser à des évaluations qui prennent en considération la dimension relationnelle du travail. Ça me paraît être un point important qui, pour le moment, est extrêmement occulté. C'est peut-être un peu utopique, vous direz, mais qui n'en rêve pas n'obtient rien. Donc, c'est sûr, comment on fait pour évaluer un phénomène aussi subjectif que les relations et que la communication. Mais lorsque les demandes sont tellement fortes pour les évaluations dans les organismes de la santé que ça peut être une façon justement de faire entrer la dimension relationnelle dans le discours des organisations en passant par une idée de parler de l'évaluation. Réfléchir sur l'importance accordée par la dimension relationnelle chez les gestionnaires et dans les services. Et organiser des groupes de co-développement où on réfléchit justement sur toute la question des relations interpersonnelles. Ça peut être avec les usagers, avec les patients, avec les personnes âgées, avec les catégories populationnelles avec qui on travaille. Et ça peut être aussi entre nous comme collègues de travail ou entre les différentes équipes. Donc, en conclusion, travail. Communication et travail permet de nous inscrire dans la complexité, permet de redonner une place à la dimension relationnelle du travail en santé, permet de porter un certain regard critique de l'organisation et de son fonctionnement et permet de remettre une dimension plus humaine dans l'organisation, ce qui, à mon avis, manque fondamentalement dans le discours actuel de notre système de santé où, comme j'ai mentionné tantôt, on pense plus à la santé de l'organisation qu'à la santé des populations. Je vous remercie beaucoup et je suis ouverte à vos commentaires.